Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Vendée Globe. 37e jour de compétition. Hier, on s'est retrouvé, on avait fait le point de 15 heures. Là, on revient sur un point de 11 heures. Et vous allez voir qu'il s'en est passé quand même des choses, notamment avec un nouvel abandon sur ce Vendée Globe, mais surtout un changement de leader du côté du classement général et un resserrement des positions, que ça soit du côté du groupe de 3 devant, mais aussi du côté de l'arrière, un petit peu, parce qu'il y a certains concurrents qui cravachent, mais alors à très très haute vitesse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Hier soir, 21 h, il y a eu le top 10 des retraités, je crois me rappeler, parce que comme je les ai fait à l'avance, je ne sais plus quel est l'ordre. Ce soir, c'est le top 10 des bleus, et demain, il y aura le top 10 des moments marquants. Donc voilà, 3 vidéos à 21 h. Lundi, mardi, mercredi, voilà, niveau cyclisme. Donc n'hésitez pas à aller les regarder si vous aimez ça. Deux moyens pour savoir que ces vidéos sortent. Eh bien, enfin, il y a un moyen pour savoir que ces vidéos sortent. Déjà, il faut vous abonner, mais en plus, rajoutez la petite cloche, comme ça vous êtes au courant. Plus vous cliquez rapidement sur une notification et sur une miniature, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Ça permet de me soutenir. Deuxième moyen de me soutenir, ça c'est seulement et seulement si vous avez les moyens, pardon, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec ce Vendée Globe. La situation météo pour comprendre un petit peu ce qui se passe en ce moment du côté de la flotte. Vous voyez, il y a donc toujours un système météo de décalage entre les concurrents du Pacifique, enfin les concurrents de tête, pardon, et le groupe de derrière. Le groupe de derrière qui s'arrête désormais à Justine Métro. Clarisse Kremer et Samantha Davis ne sont plus dans la même situation météo que Justine Métro. Donc il va y avoir là également un nouveau décalage. Devant, vous voyez, le vent est vraiment pas extrêmement fort. On est sur du 10-11 nœuds. Mais ça avance quand même vite pour des conditions comme ça. Pourquoi? Il y a très peu de mer. Voilà, on a 2 mètres de mer, donc ça permet au bateau de glisser. Le souci, c'est que ça avance pas super vite, en sachant que j'ai l'impression que plus au nord, côté Sébastien Simon, il y a un petit peu plus de vent qu'un petit peu plus au sud. En sachant qu'à partir de maintenant, il va falloir jouer avec la zone des glaces, aussi pour ces concurrents-là. La dépression, elle est très légère. Voilà, vous avez un peu de vent qui va leur passer dessus. Donc j'irai dans les heures à venir. Mais vous voyez, c'est quand même une dépression qui va passer assez vite sur eux. Donc là, on est à la situation, on va dire, à l'instant T. Dans 2 heures, dans 5 heures, c'est là où ils auront le plus de vent. Dans 8 heures, ça commence déjà, cette zone de vent commence à s'échapper. Et dans 11 heures, ils tombent dans de la molle. Donc, ils vont perdre encore plus de temps par rapport au groupe de derrière qui, lui, a les meilleures conditions météo. C'est le groupe qui va de Nicolas Luneven, désormais 4e, à Justine Métro. Alors Justine Métro, on va voir si elle va continuer à pouvoir accrocher cette dépression dans les heures à venir. Ce qui va être compliqué, je pense. Mais vous voyez que dans 2 heures, la dépression, elle avance très peu vite au final. Et comme les bateaux vont très vite, à l'inverse, parce que les conditions de vague, ça reste raisonnable, on va dire, en amont de la dépression. Donc eux, ils cravachent, hein. Vous voyez que là, ils sont encore avec peu de mer, et ils auront peu de mer, ils seront là, hein. Ils seront avec 2 mètres de mer, et leur objectif, ça va être d'avancer. Ce groupe de 3, leur objectif, c'est de tenir la dépression le plus longtemps possible, avant qu'elle leur passe dessus, je pense, à partir de demain, vers 7 h, heure française, je pense que ça commencera à leur passer dessus. Mais vous voyez, ça va leur passer dessus, mais avec du vent qui va être beaucoup moins fort que ce qui a pris Justine Métro ou ce que va prendre Bestaven dans les heures à venir. Donc ce groupe de 3 là va avoir, je dirais pas des conditions presque idéales demain, mais pas des conditions si catastrophiques que ça, en sachant qu'ils peuvent essayer de remonter un petit peu plus nord aussi, pour récupérer un peu moins de mer. Ils peuvent jouer, parce qu'ils auront quand même continuellement du vent. Et vous voyez que pendant les 24 prochaines heures, Johan Richaume et le groupe de 3, eux, ils vont vraiment être dans l'anticyclone, hein. Ils ne pourront pas sortir de cet anticyclone, alors que les autres auront du vent. Donc ils vont continuer à avancer. Leur objectif, c'est d'avancer vite, parce que derrière, il y a cet anticyclone qui arrive et qu'il va falloir éviter
Donc là aussi, il va y avoir une situation qui va pas être évidente pour eux. Voilà. Donc la météo dans les heures à venir. On va regarder sur le cas Clarisse Kremer. Donc Clarisse Kremer, Samantha Davis, là elles ont encore du vent, mais elles vont devoir attendre la dépression suivante. Donc elles vont se retrouver dans la molle. Elles vont essayer de monter un petit peu nord. Pourquoi? Parce qu'on voit que dans les heures à venir, la dépression devrait choper le nord un petit peu avant. Mais voilà, pour tenter de récupérer un peu de vent. Alors après, ça va être de la navigation peut-être au près, ce qui est loin d'être confortable. Ce qui est un peu casse-bateau aussi dans ces conditions-là. Mais je pense qu'elles vont être obligées de monter très nord parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'autres solutions. Et surtout, donc, ces bateaux-là, eux, vont s'échapper et elle va rester bloquée. Donc l'écart entre la 11e, 12e Clarisse Kremer et la 11e ou le 10e va énormément augmenter dans les heures à venir. Et surtout, on verra si Benjamin Dutreux et Romain Attanasio arrivent à faire un peu leur retard. Ça risque d'être compliqué, mais on verra quand même dans les heures à venir. Et puis ensuite, on retrouve les bateaux à dérive droite. Assez vite, hein, parce que bon, vous avez Damien Seguin qui est toujours dans cet entre-deux-mondes, qui va avoir une dépression dans les heures à venir, mais qui devrait être assez gérable. Surtout que lui, il va remonter un petit peu plus nord. Il va falloir jouer maintenant avec la zone des glaces du côté de Damien Seguin. Mais il y a encore le groupe des bateaux à dérive droite. Là aussi, c'est en train de se scinder en deux entre le groupe de 3 de devant, c'est-à-dire Le Cam, Ferré et Tanguy Le Turquet, et le groupe de derrière. Pourquoi? Parce que eux, ils ont un petit peu plus de vent. Ils arrivent à tenir la dépression. Parce qu'ils ont aussi des très très grosses moyennes. On en reparlera. Ces trois-là. Et derrière, ils seront un peu plus en difficulté au moment du passage de ce Cap Lewin. Après, il va y avoir une grosse, très grosse dépression là qui arrive sur eux. Vous voyez, donc tout le monde essaye de se réfugier un petit peu plein nord, du côté des bateaux de derrière, mais il va y avoir cette très très grosse dépression là qui va tomber un petit peu sur tout le monde et qui devrait peut-être pousser les concurrents vers la Tasmanie, les concurrents de tête vers la Tasmanie, donc ça devrait aller très vite. Et dans les heures à venir, avec une dépression qui va un peu se ralentir quand même au fur et à mesure. Donc là aussi, pour le groupe de 3, c'est le moment de faire son effort parce qu'il y aurait peut-être la possibilité de revenir, pourquoi pas sur un Damien Seguin, mais surtout de s'éloigner des Louis Duc, des Violettes d'Orange, des Sébastien Marseille. Donc ça va peut-être être intéressant pour le groupe Le Turquet, Jean-Luc Cam, Benjamin Ferré dans les heures à venir. Voilà, du côté de la météo, et puis du côté de l'arrière-flotte, vous voyez que là on est dans les Kerguelen en ce moment pour Jing Kunshu. Donc lui il va falloir qu'il remonte, parce que là le vent va forcer un petit peu. Et devant, eux ils peuvent tenir une belle trajectoire qui devrait les amener là, parce que je pense qu'ils vont continuer à avoir un petit peu de vent. Alors faut qu'ils aillent quand même assez vite, mais voilà, faut essayer de cravacher un maximum pour tenter de revenir là. Antoine Cornic, lui, ça va se passer plutôt pas trop mal dans les prochaines heures. Je pense qu'il a une belle option là, Antoine Cornic. Pourquoi pas pour tenter de revenir un peu sur Oliver Air et sur Kojiro. Donc là, ça peut être intéressant aussi de ce côté-là. Bon, on va parler des deux abandons. On va commencer déjà avec donc notre ami Zalbosch Veres. Zalbosch Zalbosch Veres. J'ai jamais réussi à le dire correctement son nom, c'est terrible. Notre ami hongrois, voilà, non, qui abandonne, problème de mât. En fait, il a dit grosso modo, c'était pas réparable. Il avait cassé son haubans, et donc ce qui fait que le mât était un peu brinque-ballant. Et qu'il a dit c'est pas raisonnable, on sait pas trop comment réparer en fait, très clairement, facilement. Donc il abandonne. Alors c'est terrible pour lui parce qu'il abandonne sans avoir passé le cap de Bonne-Espérance. Et j'ai envie de dire, sur un Vendée Globe, vous n'avez pas vraiment fait un Vendée Globe tant que vous n'avez pas passé Bonne-Espérance. C'est-à-dire que, faire un Vendée Globe où tu es resté dans l'Atlantique, c'est pas vraiment un Vendée Globe, voilà. Et je pense qu'il doit être frustré parce qu'il aurait bien voulu connaître l'Indien, il aurait voulu aller voir le Pacifique parce qu'il a eu... il est frustré et en même temps il doit se dire, le calvaire est enfin fini. Parce que ça a quand même été très compliqué pour lui. Pendant tout ce mois de compétition, ce gros mois de compétition, entre ses problèmes au niveau des Canaries, où il ne peut pas réparer dans un premier temps, il est obligé de se mettre en bord de port aux Canaries, et puis après sa descente de l'Atlantique a été un calvaire parce qu'il a eu en fait assez peu de vent.
notamment sur le début de l'Atlantique Sud, où il est tombé ensuite dans l'anticyclone de Sainte-Hélène. Il n'y a pas grand-chose qui a marché, on va pas se mentir pour le Hongrois, et ça a été une course très très difficile pour lui. Donc désormais, le dernier concurrent, c'est Denis Van Winneberg, mais qui est dans un groupe avec également Jin Kun-Chu, qui est un petit peu plus au sud. Donc c'est les deux derniers, on va dire, du classement pour le moment, parce que le Belge est certes considéré comme dernier, mais voilà, vous voyez, les écarts sont pas énormes avec Amedeo, avec Manuel Cousin et avec Jin Kun-Chu, le concurrent chinois. Et puis Pip Air, donc elle aussi qui est marquée maintenant comme abandon. Alors il faut savoir que la direction de course la suit du côté de Pip Air. On a prévenu la marine australienne, notamment en cas de problème. Voilà, parce que là le bateau reste quand même particulier. C'est particulier de naviguer dans ces conditions-là. Parce qu'il faut savoir, donc vous avez un gréement de fortune. Donc on m'a demandé dans les commentaires ce que c'est un gréement de fortune. C'est un mât de secours. Mais un mât sur un IMOCA, ça fait 29 mètres. Un gréement de fortune, ça fait 3-4 mètres de haut. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est beaucoup moins puissant. Donc quand il y a des grosses dépressions, ça devient un calvaire, parce que vous êtes vraiment ballotté à droite à gauche. Le bateau, en termes de réglage, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc il faut gérer au niveau des ballasts, pour faire des modifications de ce côté-là. Et puis surtout, vous vous êtes arrêté. Hier, alors non, je n'ai plus ses moyennes, mais hier, elle était à 160 000 en 24 heures, un truc comme ça. Et encore, ça avançait plutôt bien. Donc non, ça va devenir compliqué. Et l'objectif pour elle, c'est de rentrer vers l'Australie. Mais je pense que ça va prendre une semaine quasiment. Je pense qu'elle ne sera pas en Australie avant le 24 décembre. Et c'est Romain Attanasio qui disait ça. Romain Attanasio, il disait avec Benjamin Dutreux, ils ont un peu ralenti hier. Parce qu'il disait, déjà, ça lui a mis un coup au moral pour elle, voilà, il s'est dit. Et puis Romain Attanasio disait, eux, ils possèdent des bateaux. En fait, vous avez deux situations, on va dire, pour les participants du Vendée Globe au niveau économique. Soit vous êtes recruté par un sponsor. Ça va être le cas, je pense, de Charal, c'est le cas de de Arkea Paprec. Donc vous êtes, on va dire, salarié du sponsor. Mais vous n'êtes pas propriétaire du bateau. Ce qui peut être un problème, parce que vous pouvez être dégagé à n'importe quel moment. Ce qui est arrivé à Sébastien Simon, par exemple. Sébastien Simon, Vendée Globe 2020, il est avec un sponsor. Donc au niveau financier, c'est vrai que c'est moins prenant, on va dire, parce que vous n'êtes pas chef d'entreprise. Mais vous vous retrouvez dans une situation où le bateau, vous n'êtes pas propriétaire du bateau, donc vous pouvez être dégagé à n'importe quel moment, et ça, vous n'avez pas la sécurité, on va dire, de l'emploi. Deuxième solution, c'est d'être chef d'entreprise. C'est le cas de pas mal de concurrents sur ce Vendée Globe. C'est-à-dire qu'ils ont le bateau leur appartient, ils sont propriétaires du bateau, et en fait, les sponsors leur permettent de financer le budget pour participer au Vendée Globe. Le problème, c'est en cas de grosse casse, c'est que parfois on n'a pas le financement. Et là, par exemple, dans le cas de Pip Air, ce que disait Romain Attanasio, il disait un mât, c'est à peu près 450 000 €, parce que lui, il en a acheté un à Maxime Sorel. Il avait acheté le mât de secours de Maxime Sorel pour pouvoir participer au Vendée Globe. Il disait à peu près 150 000 € pour rapatrier le bateau vers la France par cargo. Il disait, en sachant qu'il faut aussi payer du personnel pour... À ça, il faut rajouter donc du personnel qui doit faire le voyage depuis l'Australie, donc payer le voyage. L'Australie, ça coûte quand même un bras aller-retour, qui doit rester sur place peut-être 2 ou 3 semaines ou 4 semaines en attendant le cargo. Et il faut payer la place au port. Il y a des ports où c'est très cher. Je sais que par exemple New York, pour ceux qui faisaient la New York Vendée, New York c'est très très cher en place au niveau du port, en sachant qu'il faut trouver aussi un port qui vous accepte. Il y a des ports qui ne veulent pas de vous. Donc ça peut être également compliqué. Donc ça va être un coût monumental. Et il faut avoir une marge dans le budget. Mais avoir une marge de 500-600 000 €, c'est compliqué. Donc après, c'est pour votre pomme. Et ça peut être donc très difficile dans ce genre de situation. On a vu parfois des bateaux abandonnés. Vous abandonnez le Vendée Globe.
sauf que vous n'avez pas l'argent pour rapatrier le bateau, bah vous abandonnez votre bateau dans un port et on a eu parfois des concurrents, voilà, sur certaines courses, hein, pas que le Vendée Globe, bah, abandonner leur bateau parce que les frais étaient trop chers et il faut savoir que ces bateaux-là ne sont pas assurés. C'est-à-dire que les coûts d'assurance sont tellement élevés qu'on ne peut pas assurer les bateaux. Donc c'est à votre pomme. Voilà, donc il faut prévoir au niveau du budget. C'est vrai que Romain Attanasio disait on est un petit peu avec le frein à main dans ces zones-là parce qu'on sait qu'on est quasiment le plus éloigné de la France et qu'on sait très bien que si on a un problème là, ça coûte une blinde pour faire réparer. Donc il disait, comme Benjamin Dutreux, il disait les deux, on discutait ensemble, mais qu'ils étaient un petit peu avec le frein à main dans ce genre de situation. Damien Seguin, lui, eh bien Damien Seguin, il a fait une grande nuit. Donc c'est pour ça que là, alors, déjà il a un peu moins de vent que certains concurrents, mais la moyenne est pas si dingue que ça, parce qu'il disait qu'en fait il a tiré un bord pendant très longtemps, donc il n'a pas eu à faire beaucoup de manœuvres. Il a dit qu'il en a profité pour se reposer énormément, parce que les dernières journées avaient été compliquées, notamment avec ses réparations et son problème au niveau du cou. Et bonne nouvelle, il est à 100%. C'est-à-dire que Damien Seguin n'a plus de minerve sur son bateau. Jusqu'à maintenant, il avait une minerve. Hein, quand vous le voyez en vidéo, il n'a plus de minerve. Donc, c'est-à-dire que le problème au niveau du cou est résolu. Il parlait pas du genou. Donc, je pense qu'il n'y avait pas de problème. Arnaud Boissière non plus n'a pas continué à parler de son genou. Parce qu'il avait hier une douleur au genou, une sorte de poche de liquide au niveau du genou. Donc voilà, il était sous médicaments, mais il n'y a pas eu d'informations supplémentaires de ce côté-là. Antoine Cornic, lui, eh bien, il a montré un petit peu des images de sa réparation. Ça a été compliqué, pour le dire. Je ne sais plus où il est, Antoine Cornic. Il est plus... Voilà, il est là. Antoine Cornic, il a montré des images de ses réparations à Saint-Paul. Et puis il a débriefé ça en vidéo et en vacation. Il a dit ça a été un calvaire, parce qu'il a dit il y avait quand même du vent à Saint-Paul. En fait, il s'attendait à avoir moins de vent que ça. Bon, bien entendu, il n'est pas habitué à monter au mât. Donc quand vous n'êtes pas habitué, bah, il y a toujours une peur, une appréhension. Et il disait qu'il était rincé. Parce qu'il y a la difficulté physique de la tâche, c'est-à-dire qu'il a dû réparer pendant 5 heures et 5 heures au niveau du mât. C'est pas évident, donc il y a une contrainte physique, mais il y a aussi une contrainte mentale. Être en hauteur, c'est pas facile. Alors, je sais pas s'il a le vertige, parce qu'en plus, Louis Burton, par exemple, avait le vertige. Donc, monter en haut d'un mât quand vous avez le vertige, mais c'est toujours très compliqué. Louis Burton, je me souviens quand il avait fait ça au milieu du Pacifique, ça avait été aussi un calvaire il y a 4 ans. Et là, Antoine Cornic, il a dit, bon, il est monté, il a réussi à réparer, il a dit, il y a encore 2-3 petits trucs à refaire, on va dire, voilà, à retester, à refaire fonctionner, à régler, on va dire, au niveau de son nouveau chariot. Mais je dirais que là, 95% de la réparation est faite. Il a testé, ça tient, il a remis pas mal de toiles à un moment pour tester, ça a fonctionné, il n'y a pas eu de souci. Donc voilà, la réparation est fonctionnelle, il y a 5-6% encore pour trouver la performance du côté d'Antoine Cornic, mais il était content de lui, il était fier de lui, voilà, Antoine Cornic. Sébastien Marcet, bah lui il a un problème, Sébastien Marcet, un problème de confort pour le concurrent français sur Foussier. Bah, plus de chauffage pour Sébastien Marcet. Il disait donc qu'il y a de l'humidité partout dans le bateau. Enfin, les parois du bateau sont pleines de flotte, il n'y a rien qui sèche, parce qu'en plus, là, bon, il y a des nuages, et il sait qu'en plus, rien va sécher jusqu'au Cap Horn. Jusqu'à après le Cap Horn, ça va être un calvaire de ce côté-là pour lui, quasiment. Et en fait, il a dit, le problème, c'est qu'il a de l'eau. Au niveau de son chauffage, il a un chauffage à moteur essence. Donc il a de l'eau au niveau du pot d'échappement et qu'il faut donc réussir à vidanger l'eau, mais ça va être très compliqué. Donc lui il disait bah, il va certainement faire les mers du Sud sans chauffage. Après, tout le monde n'a pas forcément de chauffage et tout le monde n'a pas forcément un chauffage hyper efficace dans tous les bateaux. Donc, et puis il y a quelques années, il n'y avait pas de chauffage. Il y a 15 ans, il n'y avait pas de chauffage dans les bateaux. Donc c'était à la dure. Donc, et il n'y avait pas de casquette non plus, il y a 15 ans. Pour les concurrents, donc voilà, il dit bon bah ça va être un peu plus compliqué, c'est sûr que ça va être plus dur physiquement pour trouver le sommeil aussi, puisque quand vous avez froid c'est dur de dormir,
Ça va être plus exigeant physiquement, mais bon voilà, là pour le moment il n'avait pas trop le temps de s'occuper de cette réparation-là, et il essaye déjà de ne pas se faire distancer, je dirais, par le groupe Jean Le Cam. Et puis, dernier problème technique, c'est pour Clarisse et Kremer. Clarisse Kremer qui, je pense, a fait un record de gros mots en 1 minute 30, 2 minutes. Ça a été compliqué pour Clarisse Kremer, hein. Vous voyez cette vague là, et ben c'est parce qu'elle a dû réparer un hook de grand voile. Hook de grand voile, donc vous savez, ce petit crochet, qui ne voulait pas marcher, qui ne fonctionnait plus. En fait, elle a dit, donc elle était en bagarre dans le front, elle disait, elle essayait de ne pas laisser partir le front. Donc ça, c'était son travail, et il y a eu une petite erreur. Donc elle a cassé un petit boot, elle a dit, et ensuite les emmerdes se sont enchaînées derrière ce boot. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème avec la bastac, il y a eu un problème donc ensuite au niveau du hook de grand voile, donc qui a été le principal problème, ce qui fait qu'elle n'arrivait plus à manœuvrer sa grand voile. Elle a dû complètement affaler sa grand voile, donc complètement la descendre, donc perd énormément de temps dans l'affaire pour réparer ce hook de grand voile. Sauf que quand elle s'est aperçue que son hook de grand voile était cassé, elle a vu qu'il y avait une latte qui était endommagée, une latte sur sa grand voile, donc il va falloir réparer du nouveau, et qu'elle était extrêmement frustrée et énervée de la situation, parce qu'elle se disait j'allais réussir peut-être à tenir le front encore quelques heures et me rapprocher, on va dire, peut-être du Justin Metro, et là je sais qu'il va falloir que j'attende le front d'après, donc je vais perdre énormément de temps dans l'affaire, et du temps qui sera peut-être jamais rattrapable, donc c'est-à-dire une course qui va devenir peut-être frustrante sur cette deuxième moitié de Tour du Monde pour Clarisse Kremer, qui ensuite a fait une deuxième vidéo où a mangé en plus de l'aligot, et ça n'avait pas l'air d'être hyper bon, mais voilà, elle commençait à accepter, on va dire, la situation, mais sur le coup elle était très très énervée et très affectée par cette situation. Bon, on regarde la situation en tête de course et vous allez voir le combat. Le combat est de retour, et le combat va être dur parce que vous voyez cette zone de molle donc était devant eux, la zone de molle qui va se rapprocher. On va suivre Sébastien Simon parce que c'est lui qui a fait la meilleure journée au final, Sébastien Simon, par rapport aux 3 hommes derrière. On va reprendre hier la situation à 15 h, hop là. À ce moment-là, Johan Richoum se rapproche énormément de Charlie Dalin. Charlie Dalin est devant, Charlie Dalin est dans du vent à 18 nœuds, mais derrière ça avance plus vite que lui. Peut-être en train de bricoler Charlie Dalin, parce qu'on en avait parlé il y a 3-4 jours, où il avait fait une vacation et il avait dit mon problème en fait, c'est que comme j'ai dû cravacher fort avant le Cap Lewin pour tenir la dépression et pour éviter qu'elle passe au-dessus de moi quand elle était trop forte, eh bien j'ai dû cravacher énormément, donc j'ai pas pris le temps, on va dire basiquement, d'entretenir le bateau. Et donc j'ai du bricolage presque en retard. Donc est-ce qu'il a utilisé la journée d'hier pour rattraper ce bricolage qu'il avait en retard? Donc réparer des bouts cassés, des petites poulies qui cassent à droite à gauche. Donc est-ce que ça a été ça? Est-ce que tout simplement il a réduit la voilure parce qu'il ne voulait pas prendre de risques dans certaines conditions et faire un vrai check-up du bateau? Ou est-ce que tout simplement il n'a pas eu les bonnes voiles et que voilà, il n'a pas été bon dans sa stratégie? Parce que c'est bizarre quand même les vitesses qu'a Charlie Dalin, surtout l'écart de vitesse par rapport à Sébastien Simon. Alors Sébastien Simon, il avait un bateau qui était pas mal dans le polyvalent, mais par rapport à Johan Richoum, et surtout quand on regarde sur d'autres bateaux qui sont en avant du front, il y a quand même des grosses différences par rapport à un Thomas Ruyant. Par exemple, il y a 30 ou 40 000 d'écart par rapport à Thomas Ruyant en 24 heures. Donc ce qui fait quand même un petit peu beaucoup, alors qu'il est normalement dans des conditions, vous voyez, de vent modéré qui sont plutôt favorables sur son bateau. Donc normalement, il aurait dû tenir des grosses cadences. Donc est-ce qu'il n'a pas voulu taper dans le bateau et qu'il a utilisé le bateau à 90, 95, 85% de ses possibilités? Il a voulu diminuer le rythme. Est-ce qu'il a fait des réparations à droite à gauche et que pendant ce temps-là, il ne pouvait pas contrôler la direction du bateau? Ou est-ce qu'il n'y a pas un petit problème technique sur son voilier qui ne lui permette plus d'attaquer à 100% quand il s'est retrouvé dans les mers du Sud, dans des conditions de mer dans l'Indien
qui était compliqué. Mais vous voyez qu'hier, Sébastien Simon, il avait 111 000 de retard, et que là, aujourd'hui, hop là, eh ben, il a plus que 30 000 de retard, c'est-à-dire qu'il a repris à la fois sur Charlie Dalin, à la fois sur Johan Richomme, qui est désormais en tête de course. Vous voyez que sur les 4 dernières heures, Johan Richomme et Charlie Dalin sont à peu près en même vitesse, c'est-à-dire en dessous de 70 000, alors que Sébastien Simon est à 86 000. Pourquoi? Vous voyez que si on zoome vraiment sur la situation, en ce moment, il a 11 nœuds 5 contre 10 nœuds 6. C'est-à-dire qu'il a un petit peu plus de vent en ce moment, Sébastien Simon, que les bateaux du dessous. Et peut-être qu'il cravache aussi en se disant « Ah, là, il y a peut-être une opportunité aujourd'hui d'aller vite et on fera des réparations demain. » Donc là, peut-être qu'il cravache à 100% pour les prochaines heures de course en se disant que son placement peut peut-être vraiment être positif pour lui. Derrière, malgré tout, Johan Richomme, Sébastien Simon, même s'il a fait 508 000 sur les 24 dernières heures, bah, c'est loin de Nicolas Luneven. Deuxième journée à très haute intensité pour Nicolas Luneven, 583 000 sur les 24 dernières heures. Quasiment, depuis hier, hein, je regarde, alors je n'ai pas vu le point de 3 heures, mais j'ai vu quand même les autres points. Il était tout le temps au-dessus de 90 000 parcourus en 4 heures. Voilà, donc c'est à peu près ça. Donc il cravache dur Nicolas Luneven. Pour tout vous dire, il n'y a pas eu de vidéo de bord de la part de Nicolas Luneven, ni de Thomas Ruyant, ni de Jérémy Bayou. C'est-à-dire que ce petit groupe-là, en ce moment, ils sont à fond. Ils sont à fond. Pourquoi ils sont à fond? Encore une fois, on va regarder la situation météo. Leur objectif, c'est d'avancer plus vite que la dépression. Tant qu'ils sont là, dans cette zone-là de la dépression, ils ont du vent fort, bien positionné, peu de mer. Ça veut dire que le bateau peut cravacher. Donc leur objectif, c'est de tenir au maximum la dépression, qui avance au final assez vite, comme vous le voyez, hein, cette dépression. Et ils savent que déjà, ils s'éloignent du groupe Bestaven, mais ils se rapprochent du groupe Dalin. Et ils peuvent peut-être revenir à 1 jour et demi de navigation, voire mieux, à 1 jour de navigation de retard. C'est-à-dire qu'en 2 jours, ils auraient récupéré 24 heures de retard. Et ça serait quand même très très bon pour eux. Parce que là, ils ont 660 000 à peu près de retard, les trois, hein, parce qu'ils sont tous extrêmement proches. Ils se tirent à la bourre en plus. Ils vont encore continuer pendant 6-7 heures à aller largement plus vite que les bateaux de devant, en sachant que les bateaux de devant vont être dans de la molle, quand eux vont être dans du vent modéré. Ensuite, ça va être plus compliqué, je pense, dans une vingtaine d'heures, parce que vous voyez, la dépression va quand même avancer et s'abattre sur eux. Normalement, mais avec des conditions de mer qui restent du 5 mètres. Hein. Donc oui, ça va enfourner un peu, mais c'est pas non plus des conditions catastrophiques. Donc on va voir. Mais là, leur objectif, ça va être de cravacher dur. Pareil pour Bestaven, qui est dans la même idée, qui est un petit peu moins rapide, mais dans du vent un petit peu plus fort, un petit peu plus de mer, donc plus de difficultés à faire avancer le bateau qui a tendance à tomber dans des remous. Boris Herrmann, qui lui est pourtant dans du vent très fort, et bien là on voit enfin la force de son bateau. On avait dit depuis le départ, il a un bateau plus lourd certes, qui n'est pas très bon dans les zones de transition, par contre il est efficace dans les zones de mer forte. Et bien là, on le voit enfin qu'il est efficace dans les zones de mer forte, avec 88 000 parcourus sur les 4 dernières heures, 550, c'est-à-dire que c'est largement plus rapide que Sam Goodchild, c'est 100 000 de plus quasiment que Sam Goodchild, mais c'est aussi 25 000 de plus que Bestaven, et c'est à peu près 30 000 de plus que Paul Meillat. Donc ça va plus vite, voilà, entre 25 et 30 000 de plus que ses petits camarades. Goodchild, lui, c'est celui qui souffre le plus en ce moment, Sam Goodchild. Alors soit il a réduit la voilure parce qu'il ne veut pas prendre de risques, soit il y a un petit problème sur le bateau. Parce que si vous regardez Thomas Ruyant, il va à 575 000, il va quand même 110 000 moins vite que Ruyant. Or, on a vu que les deux bateaux, l'écart de performance n'était pas à ce niveau-là. Là, c'est un écart de performance de peut-être 20% à peu près. 20%, on a vu, Sébastien Simon l'a dit, 20%, un problème avec un foil, un problème sur le bateau, ça serait peut-être ça, parce qu'il est quand même plus lent que tout le monde, même que Justine Métro, qui pourtant est dans des conditions extrêmement dures en ce moment, Justine Métro, et ben elle arrive quand même à aller plus vite que lui, qui a techniquement des conditions un petit peu plus faciles. Donc je me dis quand même que là, soit il a diminué le rythme, soit il y a un petit problème technique sur le bateau.
du côté de Sam Goodchild. On aura peut-être des informations un petit peu plus tard. Et puis derrière, donc les deux qui sont plus dans le même schéma météo, c'est donc Clarisse Kremer, voilà, avec une journée qui a été compliquée avec ses réparations. Vous voyez, seulement 325 000 de parcouru, donc l'écart a augmenté, hein, là maintenant 1400 000 de retard. Et puis surtout, vous voyez, Justine Métro s'est éloignée 300 000 devant. Donc elles ont maintenant 300-350 000 de retard sur Justine Métro. Donc ça risque d'être compliqué de rattraper ce retard. Et puis je pense que même Benjamin Dutreux, il y a encore 600 000 quasiment, 550 000, 600 000 d'avance par rapport à Benjamin Dutreux. Donc je dirais ça devrait plutôt être pas trop mal de ce côté-là. Elles ont encore un petit peu d'avance. Mais Samantha Davis, elle, on va dire, a refusé l'obstacle. C'est-à-dire qu'elle a décidé de réduire la voilure parce que elle n'arrivait pas à tenir le rythme. Et elle le disait très franchement, elle ne voulait pas prendre plus de risques que ça sur son bateau. Clarisse Kremer, encore une fois, les problèmes avec sa grand voile, donc notamment avec le hook. Il va falloir encore peut-être un petit peu réparer. Et surtout, ça change totalement la stratégie qui était prévue pour les prochains jours. L'idée, comme elle le disait, c'était de tenir le front le plus longtemps possible et décider d'être avec ses petits camarades dans les mers du Sud. Et là, ça change totalement la donne parce qu'elle se retrouve dans un autre système météo. Donc au niveau des routages, il faut refaire des routages, il faut recalculer tout ça et en plus de prendre du retard, donc ça va être du gros travail dans les heures à venir pour Clarisse Kremer. Bon, derrière, on retrouve toujours Dutreux, Attanasio, désormais les duettistes, hein, parce qu'ils ont perdu Pip Air. Donc il disait bien entendu hier, hein, vous voyez, donc 390 000 d'un côté, 380 000 de l'autre, mais il disait que tous les deux ont été affectés par l'abandon de Pip Air et ont eu un petit peu peur d'accélérer dans ces zones-là. Donc ils ont couru un petit peu avec le frein à main, ce qui est rarement bon de courir avec le frein à main parce que souvent vous ne faites pas des grosses moyennes dans ce genre de situation quand vous décidez de sous-toiler un petit peu, voilà, de prendre un peu moins de risques. C'est pas vraiment payant en voile normalement, hein, dans ce genre de situation. Donc ouais, pas l'idéal pour Dutreux et Attanasio. Attanasio qui disait aussi qu'il a des gros soucis en ce moment, mais Dutreux aussi, c'est au niveau des horaires. Alors en voile, on parle pas en horaire heure française par exemple, enfin on parle un peu heure française, mais on parle pas en fuseau horaire. On parle ce qu'on appelle en TU, donc c'est le temps universel, TU. Donc c'est une heure qui est prévue, voilà, qui est l'heure temps universel, donc c'est-à-dire c'est une heure qui n'est pas basée sur les fuseaux horaires. Et elle disait qu'il a beaucoup de mal à Attanasio parce qu'il disait déjà il a du mal à se repérer heure TU, heure française, c'est toujours un petit calcul, et en plus il disait qu'il mange un petit peu tout et n'importe quoi mais pas dans les mêmes heures. Enfin, il disait que là il a pris un petit déj ou il a pris un Kinder Bueno et puis il a pris genre un couscous. Enfin voilà, ce qui n'a aucun sens en termes de repas. Et il disait aussi, il mange beaucoup. Alors il pense qu'il mange beaucoup parce qu'il fait froid, mais il disait qu'il mange beaucoup. Faire attention de ne pas trop manger aussi, parce que déjà, faut pas attaquer le sac de la semaine d'après. Faut manger ce que vous avez sur le bateau et pas plus, parce que sinon ça peut être problématique. Et pour la fin de course surtout. Et puis surtout, faut pas prendre trop de poids sur un bateau. Alors bon, ça serait dommage de prendre 400 kilos sur le bateau au fur et à mesure de la course. Donc voilà, faut rester raisonnable, je dirais, sur ses repas. Faut manger de manière régulière, certes, faut manger régulièrement, mais il faut pas manger trop également sur un bateau. Damien Seguin, lui, donc qui a retrouvé un petit peu de vitesse, mais qui a du mal à remonter sur les camarades de devant, et surtout qui commence à plus être vraiment dans le même système météo que les camarades de devant. Et il est plutôt dans le même système météo en fait que les Jean Le Cam et autres. Pourquoi il est dans le même système météo que les Jean Le Cam et autres? Vous allez voir la moyenne de Benjamin Ferré ou de Tanguy Le Turquet, vous allez vous dire mais ils sont des bateaux à feuilles, c'est pas possible. Alors déjà Jean Le Cam, c'est pas le plus rapide de la journée Jean Le Cam. Deuxième journée à plus de 430 000 parcourus en 24 heures, c'est excellent Jean Le Cam. Avec 442 000 parcourus en 24 heures, 80 000 parcourus sur les 4 dernières heures. C'est très proche que ce que fait Isabelle Yoshke, que ce que fait Alan Roura et ce que fait Giancarlo Pedote, qui est quand même le plus rapide. Pedote, ça fait depuis 2 jours qu'il va extrêmement vite. Giancarlo, avec Pressman Group, qui a eu une première partie de course, il faut le dire, compliquée, presque décevante.
aussi Giancarlo Pedotto, on aura pu s'attendre à ce qu'il soit un petit peu plus devant. Donc là, il attaque maintenant énormément. Mais surtout, vous allez voir les deux un peu plus au sud. Alors, premièrement, Benjamin Ferré, 478 000 parcourus en 24 heures. Ce qui est énorme. C'est plus que Goodchild, c'est plus que Charlie Dalin. Et oui, c'est exceptionnel. Avec ces bateaux-là, le record de 2012-2013, donc on va dire à peu près le record d'un bateau à dérive, on va se baser là-dessus, de distance parcourue en 24 heures, je crois que c'était 505 000 ou 510 000 nautiques dans ces eaux-là. Donc il n'est pas très loin du record. Et Tanguy le Turquet, 480 000 également, parcourus sur les 24 dernières heures. Donc vous voyez, ça cravache fort. Il est un petit peu plus rapide encore, mais ça cravache fort entre les deux concurrents. Et voilà. Et puis ensuite, vous voyez que ça fait une séparation maintenant avec les concurrents de derrière, parce que Tanguy le Turquet, donc il a 3098 000, 3132 pour Ferré. Et vous voyez qu'il y a maintenant 200 000 d'écart avec Sébastien Marcet. Donc il y a une petite différence qui se fait avec le groupe Marcet d'Orange qui a dû récupérer un petit peu de ses réparations d'hier avec son winch. Sébastien Marcet, donc il a un bateau qui est un peu plus âgé, un peu plus rustique, donc au bout d'un moment c'est fatigant aussi, puis peut-être avec le froid également dans le bateau. Et puis Louis Duc, les trois sont pas en capacité de tenir pour le moment les cadences. Éric Bellion, faudra voir aujourd'hui, demain, voir la vitesse qu'il est capable de faire, parce que là il décide de descendre beaucoup plus sud, donc ça va peut-être être intéressant pour lui. Et puis donc Conrad Coleman et Arnaud Boissière, une journée plus compliquée pour Arnaud Boissière, mais encore une fois avec ses problèmes de genoux. Il était un peu plus nord également que les autres, donc peut-être un peu moins de vent dans cette zone-là, ça a peut-être été moins intéressant pour lui. Derrière, on retrouve Guirec Soudé, le vent fort, là aussi ça commence à être compliqué pour suivre. Je pense qu'il a fallu récupérer pour Guirec Soudé, parce qu'il a eu quand même une journée d'hier très très fatigante. Vous voyez les seaux d'eau qui se prenaient vraiment au niveau du pont du bateau, c'était impressionnant la taille des vagues. Et je rappelle que les vagues, les caméras écrasent énormément, donc c'était vraiment du 9-10 mètres. Donc impressionnant. Puis Antoine Cornic, il est reparti, mais forcément, pas forcément dans la bonne position, parce qu'il a subi ce positionnement dû à ses réparations. Du côté de Saint-Paul, et puis derrière, on retrouve Jing Kung-Shu, le chinois, qui a retrouvé pas mal de vitesse, 332 000, un petit peu plus rapide que Manuel Cousin, et que Fabrice Amédéo, un petit peu plus nord. Et puis du côté de notre ami belge, Denis Van Winberg, j'avais oublié de vous le dire, il est monté au mât, il a réparé sa girouette. Donc il a une girouette qui fonctionne de nouveau à 100%, mais forcément réparation, qui dit réparation, monté au mât dit perte de temps pour le concurrent belge. On regarde les statistiques sur les 24 dernières heures. On va regarder aussi l'actualité un petit peu, il n'y a pas de nouvelles informations. Du côté donc de Nicolas Lundven, donc 582 000 de parcourus sur les 24 dernières heures. Vous avez ensuite deuxième Jérémy Bayou, qui a parcouru 580 000, Thomas Ruyant 575 000, donc ces trois-là se tiennent vraiment en très peu de temps. Le quatrième de ce classement, c'est Boris Herman, donc 32 000 de moins de parcouru que Nicolas Lundven. Il a quand même fait plus de 1000 km dans la journée, donc 4 concurrents ont fait plus de 1000 km dans la journée. Bestaven, lui, est cinquième, pas très loin de Paul Meillat. Les deux ont 5000 de décalage, c'est-à-dire que Bestaven a fait 527 000, qu'entre Paul Meillat a fait 522 000. Justine Métro, qui va vite, malgré des conditions qui sont difficiles, qui a fait 512 000 en 24 heures, à Sébastien Simon, donc qui est le plus rapide du groupe de 3, qui a fait 508 000 devant les deux bateaux à dérive droite, Tanguy le Turquet et Benjamin Ferré. Du côté donc de Sébastien Simon, il a parcouru 140 km de moins que Nicolas Lundven. Malgré le fait qu'il ait rattrapé les concurrents de devant, Nicolas Lundven est allé plus vite que lui. Par exemple, Boris Herman, il a fait encore 70 km de plus dans la journée, puisqu'il était à 1020. Ouais, 80 km d'écart, 80 km de plus pour Boris Herman par rapport à Nicolas
par rapport à Sébastien Simon. Donc c'est pour vous dire que devant, ça va quand même très vite. Du côté des records en 24 heures, je vois Bestaven qui est dans le classement, je vois Richomme toujours dans le classement. Donc c'est toujours Nicolas Luven qui a désormais la meilleure perf avec 29 nœuds 02, c'est-à-dire 53,75 km/h parcouru sur une moyenne sur 30 minutes. Donc, comme Charlie Dalin est le nouveau leader, comme Johan Richomme est le nouveau leader, Charlie Dalin reste bloqué à 147 fois leader depuis le départ de la course. Il domine bien entendu ce classement devant Sam Goodchild, leader 24 fois, et donc Johan Richomme qui est maintenant leader 20 fois. Donc c'est-à-dire à chaque point de classement. Donc c'est-à-dire que Charlie Dalin s'est retrouvé en tête à chaque point de classement, en sachant qu'il y a à peu près un point de classement tous les 4 heures. Et puis, l'écart entre le leader et le dernier concurrent de la course, forcément, s'est réduit, vu que ce n'est plus notre ami hongrois, mais Denis Van Winberg, ce qui m'arrange toujours pas au niveau des prononciations, avec désormais 10 000 km d'écart entre Johan Richomme et le concurrent de D'Ieteren Group, notre ami belge, 5 405 000 de retard, et avec le record, eh bien, c'est toujours Armel Lecléache qui est en tête avec 455 km, c'est-à-dire 246 000 d'avance sur Johan Richomme au point de 11 heures. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Demain, on va essayer de se retrouver à la même heure. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Je précise juste qu'à partir de jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on sera décalé au niveau des horaires. Lundi, il y aura une vidéo, lundi 23. 24, je pense qu'il n'y aura pas de vidéo pour la veille de Noël. Par contre, on en fera une le 25. Voilà pour le programme des prochains jours. Allez, ciao, ciao sur la Mec Production.